Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'Alexandre Sanguinetti. Alexandre Sanguinetti est un homme politique français, né en 1913 et décédé en 1980. Et c'est un homme politique qui, à vrai dire, est assez peu connu. Assez peu connu au sens où s'il a été ministre des anciens combattants et victimes de guerre sous le troisième gouvernement du président Pompidou, son engagement dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale et notamment dans l'armée d'Afrique, au cours de laquelle il perdra une jambe, attire davantage l'attention que son bref passage au gouvernement. Car après tout, il y a eu, depuis 1958, des dizaines de ministres, et tous ne méritent évidemment pas une vidéo. Pourtant, si j'ai choisi Sanguinetti, c'est parce qu'au-delà de son passage au gouvernement, mais également à l'Action française, comme beaucoup de gaullistes à cette époque d'ailleurs, il est l'auteur d'un ouvrage majeur pour nous aider à comprendre un courant politique mal défini, dont l'existence même est sujette à débat. Plus précisément, il est l'auteur d'une phrase dans cet ouvrage qui mérite que l'on s'y penche. Cette phrase, tirée donc de son essai J'ai mal à ma peau de gaulliste, publié en 1978, la voici, je le cite donc: Le centrisme, c'est le vichisme du temps de paix. Pour comprendre cette phrase, et pour comprendre le centrisme, il faut d'abord saisir l'idée selon laquelle le centrisme, qui nous allons le voir, a été sous la Ve République un corollaire de ce que l'on pourra appeler l'européisme de manière objective, et qui de manière subjective est synonyme pour Alexandre Sanguinetti de trahison. Pour comprendre cela, il est intéressant d'étudier le centrisme à l'aune d'un auteur précisément anticentriste, et dans notre cas de droite puisqu'il a été un ancien monarchiste. Et si je réserve de futures vidéos à la présentation d'auteurs libéraux beaucoup plus consensuels que Sanguinetti ou Carl Schmitt, parce que j'entends déjà certains arriver et me dire que, en effet, le choix de mes auteurs porte à confusion et pourrait trahir un parti pris de ma part, et je m'en excuse, je pense qu'il est intéressant, et notamment au vu de l'actualité à l'occasion du 20e anniversaire du non au référendum sur la Constitution européenne, d'aborder la question du centrisme par l'opposition critique. Revenons-en donc au contexte politique de notre ouvrage. Nous sommes en 1978. À droite, les années 1960 et 1970 ont été marquées par l'affrontement entre deux courants distincts. D'un côté, la droite gaulliste, que l'on pourrait qualifier d'une droite souverainiste ancrée dans une conception bonapartiste de l'État, et de l'autre, une droite libérale que l'on qualifiera d'orléaniste, résolument tournée vers l'intégration européenne. Pour comprendre cette distinction entre la droite gaulliste bonapartiste et la droite libérale orléaniste, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos, notamment sur la tripartition des droites de René Raymond. Les élections présidentielles de 1965 avaient déjà révélé ces lignes de fracture entre les deux droites, puisque le candidat Jean Le Canuet, figure du mouvement républicain populaire, a incarné alors à ce moment-là une droite orléaniste libérale, favorable au libéralisme économique, au parlementarisme décentralisé et surtout à un projet résolument européen ou européiste. Cette orientation, que le politologue Jacques Chapsal a décrite comme celle de, je le cite, une droite modérée, anti-gaulliste des Européens du centre. C'est une phrase tirée de son livre La vie politique sous la Ve République, 1958-1974, qu'il publie en 1987. Cette droite de Jean Le Canuet s'est donc opposée frontalement au gaullisme. Or, cette opposition entre d'une part une droite pro-européenne incarnée par les libéraux et une droite beaucoup plus attachée à la souveraineté de l'État représentée entre autres par les gaullistes, c'est une opposition qui, bien que latente sous De Gaulle, s'est manifestée davantage sous Georges Pompidou, notamment avec l'affirmation de Valéry Giscard d'Estaing et du parti la Fédération nationale des républicains indépendants. Et dès 1967, le célèbre Oui mais de Giscard, notamment lors du référendum sur la réforme du Sénat et la décentralisation, a traduit la volonté de ce centre droit, cette droite orléaniste, de s'affranchir du gaullisme en insistant sur trois priorités: un libéralisme économique beaucoup plus affirmé, une décentralisation institutionnelle et surtout, ce qui nous intéresse, une adhésion sans réserve au projet européen. Cette fracture entre les giscardiens et les gaullistes s'est cristallisée lors du référendum constitutionnel de 1969, où les centristes, menés à l'époque par Valéry Giscard d'Estaing donc et Jean Le Canuet,
ont appelé à voter contre les réformes proposées par le général de Gaulle, révélant ainsi un antagonisme au sein de la droite. Et si Georges Pompidou, héritier théorique du moins du gaullisme, a maintenu une façade d'unité, les impératifs de coalition l'ont amené à intégrer des figures orléanistes dans ses gouvernements, à savoir Valéry Giscard d'Estaing ou encore des membres du centre démocrate comme René Pleven. L'élection présidentielle de 1974 a constitué un tournant majeur puisqu'elle a été révélatrice d'une recomposition idéologique profonde au sein de la droite française. La défaite de Jacques Chaban-Delmas, figure éminente du gaullisme face à Valéry Giscard d'Estaing, ancien ministre des Finances, a symbolisé une rupture. Le passage d'une droite bonapartiste et d'inspiration souverainiste à une droite orléaniste, libérale, pro-européenne, comme l'analysait Jean-Louis Bourlange en évoquant notamment, je le cite, la substitution d'une dominante orléaniste ou tocquevillienne à la dominante bonapartiste du gaullisme en majesté. C'est ce qu'il écrit au chapitre 19 du livre Les grandes figures de la droite, publié par Jean-Christophe Buisson et Guillaume Tabar en 2022. Nous sommes donc sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing au moment de la publication de l'ouvrage d'Alexandre Sanguinetti, et sous cette présidence, trois dynamiques majeures se sont dessinées. D'abord un libéralisme assumé, à la fois sur le plan économique, mais surtout sur le plan culturel, puisque la philosophie libérale, je vous renvoie à ma vidéo sur le libéralisme, est d'abord un projet politique, une conception de l'homme et de l'individu, un rejet progressif de la centralisation étatique, et enfin un engagement ferme en faveur du projet européen. C'est notamment cette dernière caractéristique qui nous intéresse, et ces orientations ont accentué une ligne de fracture idéologique au sein de la droite, ou plutôt des droites, cristallisée par la création de deux partis. D'abord, l'Union pour la démocratie française, une coalition des forces centristes et libérales unies autour de Valéry Giscard d'Estaing, et ensuite le Rassemblement pour la République, lancé par Jacques Chirac dans une tentative de réappropriation du gaullisme qu'il avait pourtant trahi 2 ans plus tôt lors de l'appel des 43, où il avait donc appelé à soutenir la candidature de Valéry Giscard d'Estaing face à Jacques Chaban-Delmas. Les créations respectives de l'Union pour la démocratie française, UDF en 1978, et du Rassemblement pour la République, RPR en 1976, ont initié une période qui a marqué l'apparition d'une scission irréconciliable autour de la question européenne, et est ensuite devenue le point de clivage central entre d'une part une vision souverainiste, héritée du gaullisme, et une ambition fédéraliste portée par l'Union pour la démocratie française. Cette fracture a atteint son apogée avec le fameux appel de Cochin de 1978, qui est un discours dans lequel Jacques Chirac, soutenu par les gaullistes historiques Pierre Juillet et Marie-France Garot, a dénoncé violemment, je le cite, le parti de l'étranger, désignant implicitement l'UDF, parti de Valéry Giscard d'Estaing. Cet événement a mis en lumière les deux sensibilités antagonistes, d'un côté une France plutôt jacobine ou bonapartiste, attachée à la souveraineté nationale, et de l'autre une droite orléaniste, cosmopolite, acquise au projet européen. Comme l'a souligné Pierre Dabézier dans la revue Pouvoir publiée en 1979, ce clivage a incarné un affrontement idéologique profond entre d'une part une conception jacobine de la France et, je le cite, une conception cosmopolite et orléaniste, exacerbée donc par les enjeux des élections européennes de 1978. Ayant retracé le contexte politique, ce qui était nécessaire puisque le propos de cet ouvrage est de critiquer l'orientation idéologique et le tournant politique pris par la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, nous allons maintenant nous intéresser à ce concept de centrisme, et pourquoi, surtout, il s'agit d'un vichisme du temps de paix. J'aimerais pour commencer cette partie vous proposer une citation d'Alexandre Sanguinetti à la page 28 de J'ai mal à ma peau de gaulliste. Je le cite donc: Nous avons été pendant 10 siècles la nation qui refuse l'Empire. L'actuel pouvoir, les Giscardiens donc, veut nous faire rentrer dans une Europe qui est un nouveau Saint-Empire germano-américain. C'est une citation que je trouvais intéressante, puisqu'elle permet de faire une transition entre ce que l'on appelle le centrisme et évidemment le vichisme du temps de paix. Cette transition, c'est ce que l'on appellera l'européisme. La critique de Sanguinetti, c'est d'abord la critique selon laquelle le centrisme est une coagulation des forces européistes de centre droit et de centre gauche. Nous en arrivons donc au cœur du sujet, puisque cette critique précise de Sanguinetti, c'est donc une critique de cette deuxième conception qu'il assimile sans erreur au centre de l'échiquier politique, soit-il à tendance droitière ou bien de gauche libérale. Je vais le citer pour être un peu plus explicite, pour savoir un petit peu ce qu'il entend par centre droit et centre gauche. La gauche du verbe, du cœur en bandoulière et du portefeuille à droite est un des éléments constitutifs du centrisme. Ce qu'il écrit à la page 31. Mais il ne faut pas s'y méprendre, puisque ce que Sanguinetti entend démontrer en définissant le centrisme comme le vichisme du temps de paix, ce n'est pas tant son accointance avec ce que beaucoup assimilent au régime de Vichy.
à savoir l'antisémitisme et la Révolution nationale. Puisque, pour Sanguinetti, il va sans dire que les centristes ne se revendiquent pas de Vichy ou de la Révolution nationale. Beaucoup de centristes se revendiquent des valeurs européennes, de l'humanisme, du libéralisme, et donc pourraient, a priori, être considérés comme complètement étrangers à ces orientations idéologiques du régime de Vichy. Or, il convient de rappeler que Vichy, les collaborateurs, les collaborationnistes, sont trois concepts qui ne forment pas un bloc, historiquement. Comme vous avez eu des collaborateurs non collaborationnistes, c'est-à-dire des individus davantage animés par l'opportunisme, ce que l'on pouvait appeler notamment le moindre mal, ou des gens qui étaient ralliés à la figure du maréchal Pétain, parce qu'ils considéraient que c'était une figure qui ne pouvait que protéger la France de ce qui arriverait de pire. Comme vous avez eu donc des collaborateurs non collaborationnistes qui étaient donc davantage mus par l'opportunisme que par le triomphe du nazisme, aussi bien que vous avez eu des collaborationnistes qui pouvaient reprocher au maréchal Pétain sa tiédeur, en souhaitant résolument le triomphe de l'Allemagne nazie pour enfin faire l'Europe. C'était notamment le cas d'intellectuels que l'on pourra qualifier de fascistes, à l'image de Brasillac, Drieux-La Rochelle, ou d'autres personnes qui ont pour la plupart été jugées et exécutées. Vous avez eu des centristes qui ont perpétué l'état d'esprit de Vichy. Et cet état d'esprit, c'est, comme le souligne à juste titre Sanguinetti, celui du défaitisme. Je le cite encore une fois, le centrisme n'est pas un parti, c'est un état d'esprit, un comportement, une démission permanente, un renoncement. Cet état d'esprit de défaitisme est un état d'esprit qui, pour Sanguinetti, conduit les partisans de l'Union européenne et les centristes à se ranger toujours du côté de ceux pour qui la France est finie, et doit se fondre donc dans un pouvoir plus grand au détriment de sa souveraineté. L'Europe doit vivre, disait Pierre Laval, une figure de la gauche libérale, que l'on assimilera vulgairement au centre-gauche, mais qui constitue en réalité le versant le plus verbeux du centrisme, et le plus porté sur le portefeuille, selon Alexandre Sanguinetti. Je sais que le terme de gauche libérale pourra paraître assez oxymorique pour beaucoup, puisque certains diront « mais le libéralisme c'est l'opposition à la gauche, et la gauche est une opposition au libéralisme ». Mais je vous invite pour cela à voir ma vidéo sur les droites en France pour comprendre en quoi le libéralisme est né à gauche. Et donc qu'il y a toujours eu, depuis la Révolution, un courant de gauche qui s'alliait avec la gauche beaucoup plus socialisante, mais que le libéralisme est antérieur à la théorisation du socialisme politique et que par conséquent, les premiers libéraux étaient à gauche. C'est pourquoi vous aurez dans l'histoire quelqu'un comme Adolphe Thiers ou plus récemment Michel Rocard, Jacques Delors ou encore Dominique Strauss-Kahn qui s'inscrivent dans ce courant de la gauche libérale. Et Pierre Laval en a fait partie. Or, pour revenir à notre ouvrage, si la politique munichoise de 1938 s'inscrit selon Alexandre Sanguinetti dans un état d'esprit de renoncement, celui qu'il fustige, c'est parce qu'elle fait le lit du pouvoir centriste, qui laisse la France s'effondrer en 1940. 4 décennies après les accords de Munich, Alexandre Sanguinetti retrace donc comment l'esprit munichois vichiste a survécu à l'humiliation de 1940 et à l'épuration en devenant l'apanage des pseudo-modérés, je le cite, qui, réunis dans les franges tièdes du mouvement républicain populaire, le parti de centre-droit et du parti socialiste, n'ont pas mis longtemps à démontrer leur incompétence à gouverner la France. Et comme si le régime d'assemblée de la 4ème République n'avait pas suffi à témoigner de la reféodalisation de la société par le régime des partis, que le général de Gaulle a souhaité enterrer, il fallait évidemment que les centristes restassent fidèles à leur gène de trahison, selon Alexandre Sanguinetti, et surtout à leur gène de vassalisation de la France à une entité supranationale, en soutenant notamment la Communauté européenne de défense en 1954, qui était le projet de création d'une armée européenne placée sous le commandement de l'OTAN, un projet qui échoua à la grande déception des centristes comme Guy Mollet, Robert Schuman, Jean Monnet, pour ne citer que les plus européistes. Voici ce qu'écrit Alexandre Sanguinetti. Le centrisme est mythiquement européen, en réalité atlantiste, voué à un bloc contre un autre bloc, alors que la vocation de la France est le refus des hégémonies et des blocs nés de Yalta. La conférence de Yalta donc, le centrisme ne croit plus à la pérennité de la France, à sa mission spécifique, à son destin. Ce qu'il écrit aux pages 39 et 40. Et si Alexandre Sanguinetti se veut un adversaire féroce du centrisme, c'est car sous ses airs de modération, de dépassement par la nuance, ce que Alain Minck appellera le fameux cercle de la raison, qui n'est qu'un euphémisme pour qualifier en réalité le bloc qui réunit la droite orléaniste et la gauche libérale, qui sera notamment le ciment électoral d'Emmanuel Macron,
Le centrisme est pour Alexandre Sanguinetti une force politique qui fait mine de proposer un projet raisonné, alors même qu'il entend faire de l'abaissement du pays et de la privation de sa souveraineté des choix raisonnables, au vu de la pseudo-nécessité d'une Europe forte. Et pour vous démontrer cette relation entre le centrisme et l'européisme, j'aimerais vous proposer un extrait du discours de campagne de Jean Le Canuet en 1965. Jean Le Canuet était donc le candidat du mouvement républicain populaire, et notamment connu pour avoir été celui qui a mis en ballottage le général de Gaulle, puisqu'il a réalisé 15,57%, et que s'il ne s'est pas qualifié au second tour, il a empêché le général de Gaulle d'être élu dès le premier tour, et l'a forcé à affronter François Mitterrand au second tour. Voici un extrait du discours de sa campagne, je le cite. Vous connaissez les grands objectifs qui seront les nôtres, bâtir l'Europe, marcher résolument en défendant pied à pied les intérêts français, mais avancer vers les États-Unis d'Europe. Il nous faut forger ensemble la grande force démocrate, sociale et européenne sur laquelle reposeront la majorité et la stabilité politique de demain. Voilà les possibilités qui nous sont offertes. Ah, il faut effacer les frontières, non seulement celles qui séparent les nations. Voilà donc quelqu'un que l'on pourra qualifier de marcheur avant l'heure, puisque je le rappelle, Emmanuel Macron, en 2017, a souvent été comparé à Jean Le Canuet, puisque sa campagne et sa communication étaient assez proches de l'ancien candidat du mouvement républicain populaire. Et dire qu'il était pourtant présenté comme celui qui venait rompre les clivages en apportant des idées nouvelles à cette vieille France qui n'en comprenait finalement rien à l'ère de la mondialisation et du progrès. Alors je suis volontairement assez sarcastique, mais j'essaie de réactualiser la plume d'Alexandre Sanguinetti, qui, il va sans dire, n'aurait pas été du côté du macronisme. Le retour du vieux monde, l'alliance classique de la droite et de la gauche libérale, un bloc que le philosophe Michel Clouscar aurait qualifié à juste titre de libéral libertaire, c'est-à-dire de libéral économiquement et de progressiste sur les mœurs, cet agenda politique a été, pour Alexandre Sanguinetti, au service de la bourgeoisie apatride. Et la réalité du centrisme, c'est bel et bien un agenda politique qui entend substituer à la souveraineté de la France une souveraineté de l'Europe et donc des institutions supranationales. Je dis bien du centrisme en tant que mouvement de pensée. Il va sans dire que la critique que formule Alexandre Sanguinetti ne vise pas les électeurs de manière individuelle. Il va sans dire qu'il ne s'agit pas de faire de chaque électeur de Jean Le Canuet en 1965 ou de chaque électeur macroniste en 2017 ou en 2022 un anti-français. Mais comme pour toute pensée, il est important de dissocier ce qui l'enfante de ceux qui y adhèrent, parfois sans en comprendre les rouages. Le centrisme par dépolitisation, par exemple, n'est pas toujours le centrisme du renoncement tel que conçu par Alexandre Sanguinetti. Il peut l'être lorsque la sociologie de cette dépolitisation rencontre la sociologie habituelle de la trahison, à savoir celle de la bourgeoisie apatride, mais le plus souvent, le centrisme par dépolitisation est en réalité l'apanage de l'électeur moyen qui ne jure que par la modération, par la raison, par la nuance, oubliant hélas que le centrisme du renoncement est un extrémisme à part entière, celui de la nuisance aux intérêts de la patrie. C'est pourquoi Alexandre Sanguinetti souligne à juste titre que, je le cite, « L'électeur est majoritairement centriste en France, jusqu'au moment où un événement grave, de quelque ordre qu'il soit, réveille en lui le citoyen. » Et si l'on devait trouver l'exemple d'un macronisme avant Macron sous la Ve République, un exemple triomphant donc, contrairement à Jean Le Canuet, cet exemple serait très nettement celui du giscardisme. Présenté comme le regroupement des modérés, de cette classe moyenne désireuse d'embrasser le monde libéral, le président Valéry Giscard d'Estaing est épinglé par Alexandre Sanguinetti comme l'incarnation d'un antigaullisme centriste. Antigaullisme centriste qui donc dans sa pensée est un pléonasme, puisque les centrismes sont par définition des antigaullismes. Et pour Alexandre Sanguinetti, cette incarnation cherche à faire élire sur un programme aux allures de bon sens, car les Français sont toujours de bon sens, en oubliant naïvement que parfois le bon sens est une visière qui masque la réalité de ceux qui veulent abaisser la nation, en tout cas c'est ce que pense Alexandre Sanguinetti, un projet politique clairement post-national. Voilà donc le sens de sa phrase par laquelle j'ai commencé cette partie. Nous avons été pendant 10 siècles la nation qui refuse l'Empire, l'actuel pouvoir, les Giscardiens, veut nous faire entrer dans une Europe qui est un nouveau Saint-Empire germano-américain. Il est donc difficile de ne pas faire l'analogie avec ce qui est devenu l'Union européenne après la publication du livre d'Alexandre Sanguinetti, c'est pourquoi beaucoup d'auteurs souverainistes s'en revendiquent, et nous avons donc là bel et bien une introduction à ce qui constitue la pensée du souverainisme sous la Ve République. Mais alors, maintenant que nous avons vu en quoi le centrisme était un synonyme d'européisme,
il est important de considérer les arguments d'Alexandre Sanguinetti opposés aux arguments des européistes. Il est un argument majeur qui l'oppose au narratif traditionnel des européistes du centre. Je précise volontairement du centre, car il existe également des européistes dans certaines franges de l'extrême droite, mais je garde ce thème pour une prochaine vidéo. Rappelons que le plus souvent, les centristes, et ceux de Pierre Laval à Valéry Giscard d'Estaing en passant par Jean Le Canuet, et tous leurs successeurs, on pensera à Jacques Delors ou encore Michel Rocard, les centristes ont souvent justifié l'inféodation du pays à des institutions supranationales par la même idée, l'idée selon laquelle la France serait trop impuissante seule et incapable de survivre sans l'Europe. Alors outre que ce discours, que l'on pourrait notamment en histoire des idées expliquer tant par les mythes d'Europe vaticane, propres à la philosophie personnaliste des démocrates chrétiens, que par le pourrissement d'une frange de la philosophie libérale, mais je ne vais pas m'étaler sur ce sujet puisque c'est un sujet extrêmement long. Outre que ce discours n'ait pas changé entre 1940 et 1978, et pour être un peu provocateur, on pourra dire 2024, force est de constater qu'il reste d'une pauvreté intellectuelle. Une pauvreté intellectuelle assez étonnante, quand l'on sait que ceux qui ont tenu ce discours d'une France impuissante face à l'Europe et face au monde n'étaient pas non plus des incultes. Je soulignerai par bonne foi, par exemple, que Jean Monnet fut malgré tout le plus redoutable d'entre eux. Ce qui animait son centrisme, c'était davantage un occidentalisme qui rejetait le patriotisme français qu'un affairisme bourgeois, lequel est hélas un opportunisme et un calcul d'intérêt souvent bien compris par la classe dirigeante. Parenthèse fermée, tout ce narratif d'une France impuissante et seule repose sur un mensonge que Sanguinetti entend bien démonter, le mensonge en question: la France est impuissante, mensonge tenant à la simple nature géographique et démographique du pays. Assimiler au XXe siècle et encore plus au XXIe siècle la puissance à des critères aussi grossiers que la taille d'un pays ou sa population est aussi puéril que de penser que l'impérialisme efficace est encore celui qui cherche à aller conquérir plus de cailloux et plus de territoires. Je le cite à nouveau: l'idée que dans le monde moderne, la puissance est liée à l'étendue territoriale et à la démographie est une idée fausse. Elle est liée à la matière grise, à la volonté, à la connaissance. Voyez le Japon, voyez la Suisse. Page 141. Cette idée selon laquelle la puissance est un fait arithmétique et purement quantitatif est pour Alexandre Sanguinetti une absurdité. Une absurdité dans la mesure où celui-ci pense que la théorie des ensembles ne peut s'appliquer aux relations internationales. Là où au contraire l'européisme essaie d'appliquer la théorie des ensembles aux relations internationales. Alors je sais que c'est un terme un peu barbare, nous allons essayer de l'expliquer. Rappelons qu'en mathématiques, la théorie des ensembles est une discipline qui analyse les relations entre des collections d'éléments. Et transposée à la politique, c'est une théorie qui suggère une vision où la force et l'efficacité d'un groupe résident dans la somme de ses parties. Et là j'aimerais faire appel aux analyses de la grande gaulliste Marie-France Garot, qui critiquait déjà cette approche de théorie des ensembles en pointant sa logique simpliste. Une logique simpliste qui croit que l'agrégation d'États européens suffit à produire une puissance collective supérieure, croyance partagée par les giscardiens de l'époque. Or Valéry Giscard d'Estaing incarnait effectivement cet européisme du centre, influencé par des logiques à la fois économiques et institutionnelles. Dans cette perspective, l'intégration européenne était pensée comme une construction rationnelle, visant à maximiser les bénéfices collectifs par la coopération. La création de grands ensembles, donc, comme la Communauté économique européenne, CEE, était perçue comme une façon de rivaliser avec des puissances telles que les États-Unis ou l'URSS, en atteignant une masse critique suffisante sur le plan économique et politique. Or le problème est ici double pour les gaullistes et notamment pour Alexandre Sanguinetti. Non seulement cette théorie des ensembles surestime par sa vision économiciste des choses, c'est-à-dire par une vision qui consiste à penser que les relations d'échange, les relations économiques donc, gouvernent les relations politiques, la puissance du marché, ce que Montesquieu appelait le doux commerce, et sa capacité à désintégrer les peuples en substituant le consommateur interchangeable au citoyen enraciné, dans la mesure où c'est une théorie qui donc écarte les facteurs identitaires et culturels par une sorte de rationalisme un peu naïf, mais surtout, c'est une théorie qui méconnaît les dynamiques nationales qui peuvent dessiner les États.
En effet, assembler des États ne garantit pas forcément une unité politique ou stratégique, et les intérêts divergents peuvent affaiblir plutôt que renforcer l'ensemble. Prenez le cas récent du Mercosur, puisque c'est un exemple qui est bien postérieur à Alexandre Sanguinetti, mais qui nous permet de nous demander comment l'on peut concevoir une quelconque unité d'intérêt entre l'agriculture française et l'industrie allemande, par exemple. S'il existe une grandeur européenne, elle est pour Alexandre Sanguinetti dans la dialectique historique et dans les querelles de pouvoir. C'est parce que l'Europe a été un ensemble d'États, de royaumes ou de républiques, selon les époques, qui luttaient pour la préservation de leur souveraineté, qu'elle a vu naître une émulation intellectuelle et une course au génie, guidée par cette volonté de puissance permanente des peuples. Je le cite à nouveau, l'Europe n'a été grande que par ses contradictions et ses affrontements, qui concernaient de plus grandes choses que le prix du lait et du beurre ou la mévente de la piquette du midi. Cela ne signifie évidemment pas que la guerre soit une condition nécessaire à la grandeur, même si, dans la philosophie politique, certains voient la guerre comme une actrice qui participe parfois à une certaine esthétique et qui, dans un schéma hegelien, peut magnifier le tragique de l'histoire. Mais cela signifie simplement que la prise de conscience de l'existence des peuples, et donc de l'éventualité d'une confrontation au nom de leur liberté, sont des gages de relations interétatiques saines. Il est évident que par la négation de ces principes, l'Europe ou l'Union européenne est depuis longtemps entrée dans une ère post-historique, au sens où elle a décidé de sortir de l'histoire en étouffant cette raison des nations, pour parler comme le philosophe Pierre Manant. Face à cet esprit de renoncement et à la nuisance du centrisme politique, Alexandre Sanguinetti propose enfin de repenser la configuration politique, en faisant un examen de conscience à gauche comme à droite. Je le cite à nouveau, « Que voulez-vous faire avec une droite qui ignore la nécessité de la générosité et n'a pas le sens de la nation? Que voulez-vous faire avec une gauche qui ignore la nécessité de la puissance et n'a pas le sens de l'État ?» Cet examen de conscience est donc celui d'un penseur qui a compris que la lutte contre le centrisme et pour la victoire des forces patriotiques, de gauche comme de droite, passait par un syncrétisme idéologique, à même de faire du gaullisme un dépassement réel des clivages. Et pour ce faire, il est crucial selon lui de questionner l'idéologie libérale dont il estime qu'elle doit avoir vécu. C'est ce qu'il écrit à la page 104, pour la simple raison qu'elle méconnaît, par sa focalisation sur les intérêts et le bon fonctionnement du marché, le sentiment national. Or, sans faire l'apologie du socialisme, Alexandre Sanguinetti s'inscrit donc dans une lignée du nationalisme français, au sens 19e du terme, qui, comme Charles Péguy ou encore Maurice Barrès, a compris que la haine du prolétaire était étrangère au sentiment national, et donc que la protection du peuple allait de pair avec l'amour de la patrie. En guise d'ouverture et de réflexion, j'aimerais remarquer que la pensée de Sanguinetti est la démonstration selon laquelle si un jour il y a une incarnation au XXIe siècle de la pensée capétienne, c'est-à-dire d'un gaullisme qui s'applique au nouveau siècle, cette pensée devra, pour régénérer les forces vives du pays face au vichisme du temps de paix, donc face au centrisme, dépasser les clivages afin de proposer une synthèse idéologique à même de penser aussi bien la puissance de la France que la sauvegarde matérielle et immatérielle de son peuple. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer ou à la partager, c'est bon pour le référencement. Vous pouvez également vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux, ou encore lire mes derniers articles sur politophile.com.